Bienvenue dans Xenia, l'émission philosophique imaginée par l'UFA, l'Union des familles laïques, avec Charles Coutel et Emmanuel Billier-Gauthier. Il y a 15 jours, Charles, vous nous parliez de Caire, vous avez dit Caire, la première émission d'une mini-série de 2 consacrée, vous l'avez deviné, au Caire. Aujourd'hui, nous avons titré ce Xenia numéro 8, Caire ou ne pas Caire, avoir ses pauvres. Bonjour Charles. Bonjour Emmanuel. Prêt à en découdre sur le Caire? Prêt à coudre. Toujours dans votre analyse du Caire, je rappelle Charles au passage que toutes ces analyses sont à retrouver dans votre livre Pour une république laïque et sociale aux éditions L'Harmattan. Ceci étant dit, Charles, toujours donc dans votre analyse du Caire, vous abordez un virage pris par cette mouvance, le sexe de la sollicitude, pardon. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Charles? Qu'est-ce que c'est que cela, le sexe de la sollicitude? La notion bonjour. La notion de l'expression sexe de la sollicitude provient d'une étude de Fabienne Brugère, 2008, qui a ensuite rédigé un, que sais-je, intéressant mais tellement orienté qu'il ne nous instruit plus, sur l'éthique du Caire. Que ce soit dans le domaine des religions, dans le domaine du soin, ou même maintenant, malheureusement, dans la formation des maîtres, cette idéologie du Caire déferle. Elle est omniprésente, un peu comme un nuage toxique, un Tchernobyl idéologique, à travers l'idée qu'il faut être bienveillant. Voilà. La bienveillance, c'est la conséquence médiatique et pédagogique de l'idéologie du Caire dès lors qu'elle n'est plus consciente des effets nocifs qu'elle produit. Et curieusement, ça ne s'arrête pas à la frontière. Ça ne s'arrête pas à la frontière. Voilà. Alors que les humanistes, eux, ma chère Emmanuelle, parleraient de sollicitude. Ils parleraient d'éthique humaniste, d'indulgence, qui est un processus qui s'applique toujours à un travail fait, alors que la bienveillance, étant a priori, tiendra tellement compte de ceci, de cela, que, écoutez, l'élève ne sera jamais sanctionné s'il est là, pas là. Autrement dit, la bienveillance, c'est le laxisme institué. Or, il y a certaines institutions qui ne peuvent pas survivre si l'autorité des acteurs n'est pas répétée. Alors, effectivement, je reviens à votre question après ce petit détour d'actualité. Le sexe de la sollicitude, c'est une idéologie qui viserait à montrer que les femmes, voilà, c'est ça, par leur nature, toujours essentialisées, comme si une femme était d'abord femme, alors qu'elle est d'abord membre de l'humanité. Absolument. L'expression sexe de la sollicitude est de part en part anti-laïque, anti-république. Voilà mon idée. Ça veut dire aussi que étiqueter, réduire une vertu cardinale ou théologale, diraient les croyants, à un sexe est une imposture. En l'occurrence, les femmes. En l'occurrence, les femmes. Oui, mais la conséquence immédiate, c'est de dire que puisque les femmes sont les spécialistes de la sollicitude, sont attentives, on n'est pas loin de l'intuition féminine, hein? Ça veut dire que les hommes, machistes, blancs, forcément colonialistes, bon, vous avez compris, sont à critiquer. Ça veut dire aussi que cette expression sexe de la sollicitude est un élément dans une espèce d'archipel qui intègre les décoloniaux, tout ce qui est cette idéologie qui consiste à dire que les opprimés, parce qu'ils sont opprimés, sentent mieux les choses dès lors qu'il s'agit de l'oppression. Mais dans ce cas-là, mes amis, Marx ment de part en part, c'était un privilégié de la société, entretenu par son ami Engels. Condorcet est jeté aux orties. Pourquoi? Parce que c'est un aristocrate. Ça ne marche pas comme ça. Vous parlez d'intersectionnalité. Voilà, d'intersectionnalité. Le mot m'échappait, comme m'échappe d'ailleurs l'origine de tous ces mouvements. Mais nous tenons beaucoup de débats, nous organisons beaucoup de débats qui permettent de lever toutes ces contradictions. Bref, sexe de la sollicitude est un énoncé qui peut avoir son heure de gloire, mais qui mérite d'être déconstruit. Et maintenant, Charles, la déferlante compassionnelle, comment la définiriez-vous? L'origine de cette expression déferlante compassionnelle vient du livre sur l'homme compassionnel de Myriam Revaud-Dallon. Elle nous propose, mais en lien avec ce que j'ai déjà dit sur Tocqueville, cette idée que de la douceur peut sortir le meilleur et le pire. Elle nous propose une distinction très intéressante entre être compatissant, après tout ça mange pas de pain d'être compatissant si ça entraîne des prises de position et surtout une intervention, fût-elle celle du SAMU, et le compassionnel. Sur la compassion, nous pouvons greffer 2 attitudes. Une attitude ponctuelle, compatissant, ou une attitude structurelle d'habituation,
qu'on va appeler la compassion. Même les théologiens catholiques se refusent à dire que nous sommes à définir par notre compassion. Non, que Dieu, pour ceux qui sont croyants, soit rempli de compassion, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un Dieu. Mais que les hommes soient en situation compassionnelle les uns vis-à-vis des autres est une imposture qui repose, si vous me le demandez, je vous le demande, sur une confusion entre une identité et une analogie. La compassion, qui se résume dans l'attitude qui consiste à dire que le médecin se met à la place d'eux, ou que nous pourrions avoir un jour une approche globale du malade. Ça fait partie du paquet cadeau du CARE. Je vous mets au défi, cher Emmanuel, de me donner une définition de ce que c'est qu'une approche globale du malade. Où commence et où finit la globalité ? Ça n'a pas de sens. L'essentialisme dont nous avons parlé dans la précédente émission rebondit à travers une autre illusion, c'est un peu technique mais ce n'est pas grave, qui s'appelle l'holisme. L'holisme est le processus par lequel nous prétendons pouvoir donner le sens d'une totalité dont nous faisons partie. Je suis désolé. Nous avons déjà du mal à savoir ce que nous pensons nous-mêmes et nous aurions la prétention holistique de dire ce que l'autre pense sous prétexte que je suis médecin, professeur ou ce que vous voulez, avocat, et que je lui veux du bien. Et là, vous rencontrez le compassionnel. Le compassionnel est celui qui se justifie quoi qu'il fasse puisqu'il veut le bien de l'autre. Le grand philosophe Kant appelle cela le despotisme paternel. Puisque je t'ai engendré, je sais ce qui est bon pour toi. Alors le despotisme paternel a un peu fasciné les hommes des Lumières à travers ce qu'on appelle le despotisme éclairé. C'est peut-être un des travers de la situation, c'est le moins qu'on puisse dire, tunisienne actuelle, où sous prétexte de sortir d'un risque totalitaire, intégriste, on en rajoute une couche du côté du despotisme éclairé. Je suis désolé, un professeur qui guérit de l'ignorance, un médecin qui nous guérit de nos maux, ne sont pas des dieux tout-puissants. Ce qui caractérise un professeur, c'est qu'il se rend non désirable. Ce qui caractérise un médecin, c'est qu'il indique les voies de la guérison future. Le médecin, inspiré par la sollicitude. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous allez me demander qu'est-ce que la sollicitude pour vous ? Vous avez déjà pas mal répondu. Mais... Ah oui, mais je garde vous gardez le meilleur pour la fin. Une définition ramassée comme mes citations du tout début d'il y a 15 jours. C'est cette idée que, en gros, ce qui est efficace, c'est ce qui sait s'auto-limiter. Indiquer ses propres limites. Je donne dans le chapitre 10 du livre que vous avez eu la bonté de rappeler quelques formules, notamment du philosophe Gadamer. C'est une phrase. Je cite Hans-Georg Gadamer. « L'art médical trouve son accomplissement dans le retranchement de soi-même et dans la restitution à autrui de sa liberté. » Renvoyer aux autres leur capacité à être libre, à oser leur liberté, oser sa liberté. C'est ce qu'est les électoralistes du CARE, les idéologues du CARE, qui sont les alliés objectifs des cléricaux, et ne veulent pas comprendre. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, là. Oui. Surtout si je mets du sirop pour la toux dans la cuillère. Ce qui est en dessous, c'est un manque complet de modestie, d'humilité, de ceux qui ont des responsabilités politique, médicale. Regardez le rôle qu'a joué ou qu'on a fait jouer au professeur Raoult, je crois bien. On va bien, tout va bien comme ça, avec son je sais plus quoi, qui, en fin de compte, devenait une sorte de... chloroquine. Voilà. Qui devenait une sorte de Raspoutine en robe blanche, en blouse blanche. Et avec ce médicament, nous étions guéris de tous les maux. C'est de la pensée magique, c'est de la pensée irrationnelle, et les grandes valeurs de toutes les associations qui nous réunissent, qui nous intéressent, dans lesquelles nous travaillons, comme l'UFAL, mais aussi d'autres associations comme le CLR, que sais-je encore, c'est de dire que pour être responsable, il faut d'abord être instruit, éclairé, éduqué. Il n'y a qu'un pas vers ma question suivante, à laquelle vous avez partiellement déjà répondu. Mais dites-nous, Charles, qu'est-ce qu'enfin la notion de cure par rapport au care ? Là encore, grosse affaire. Pour comprendre l'articulation, sous prétexte de critiquer le CARE, il est évident qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et ignorer le nécessaire dialogue au sein du prendre soin, entre guérir et accompagner, prendre soin, CARE. Pour éclairer ce dialogue, une distinction. Les philosophes aiment bien les distinctions. Dans un texte peu connu, le philosophe Paul Ricoeur, qui a inspiré inégalement notre cher président, opère une distinction entre la douleur et la souffrance.
chez des amis qui ont eu le Covid long. Ils ne sont plus dans une douleur immédiate, mais ils sont dans une souffrance. Ils ne sont plus fatigués, ils sont fatigables. La bonne répartition des affaires entre le cure et le care pourrait s'appuyer sur cette distinction. La douleur, quand elle est intense, implique l'intervention, l'intubation, les soins intensifs. Mais, une fois ces douleurs passées, il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas indemne d'une grande maladie. Pas simplement parce qu'il y a des séquelles physiques, comme on le voit dans le cas de ce tel ou tel rescapé, un des odieux attentats que l'on commémore. Mais il y a le ressouvenir des douleurs sous forme de souffrance. Et c'est là où nos apprentis sorciers du Caire surfent. Et c'est là où, personnellement, j'ai envie de dire, plutôt que le Caire, mobiliser votre éthique humaniste à travers ce que j'appelle la sollicitude, qui consiste à aider quelqu'un qui a été à terre à se relever. Alors que celui qui est dans le Caire, il prend du temps avant de relever celui qui est à terre. Et passe à côté, cet idéologue du Caire, passe à côté de la meilleure définition que je donnerai, si vous le voulez bien, de la sollicitude, qui est pour moi le cœur de l'éthique humaniste devant les souffrances. Et donc aussi la précarité, parce que la précarité engendre les souffrances. On doit la citation que je vous propose à une spécialiste belge de la sollicitude qui s'appelle Anne van Sevenant, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éthique de la sollicitude, la philosophie de la sollicitude chez Vrin. Je la cite une phrase. La sollicitude fait preuve d'un mouvement qui tire l'homme en avant, qui le propulse vers celui qu'il est en train de devenir. C'est ça qui fait peur à nos cléricaux du vivre ensemble, de la bienveillance, du monde de bisounours. Et on ne fera pas reculer l'ignorance, le terrorisme, tous les intégrismes avec des massages fussent-ils agrémentés d'huile essentielle, ou bien encore de chansons à la Grim All Right. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chansons qui, dans les années 80, c'est des chansons qui, c'est le Chantal Goya masculin. Vous cajolez, vous enjolez. Ouais. Ça me fait penser à cette formule de Rimbaud. Il taquinait l'enfant pour enjoler la nurse. Et dites-nous, Charles, contre toute velléité de récupération cléricale et politique du Caire, vous opposez l'éthique humaniste de la sollicitude. Pour vous, est-ce la porte de sortie? Je crois que oui. C'est un continent éthique à reconquérir, mais la mainmise cléricale dans les centres de formation des maîtres, de la protection de l'enfance et du travail social, cette mainmise cléricale est telle que là, vraiment, faut prendre, si je puis dire, un bâton de pèlerin laïque, ce que fait l'UFAL, quand elle demande l'agrément médical et quand elle demande l'agrément pour l'éducation nationale. Je crois que tout notre vocabulaire doit se décléricaliser, comme nous le disions à la première émission. Comment se fait-il que ce vocabulaire laïque, rationnel, humaniste, soit peu à peu devenu ce vocabulaire de la résignation? Eh bien, écoutez, je répondrai lors de l'émission Xenia 32, si vous le voulez bien. Mais avec plaisir, rendez-vous est pris, Charles. Voilà, grosse affaire. Merci beaucoup. Charles, merci pour ces 2 émissions sur le Caire, dont je rappelle le premier titre, c'est Xenia numéro 7, Caire, vous avez dit Caire, le Xenia numéro 8, Caire ou ne pas Caire. Dans 15 jours, nous nous retrouvons, Charles, pour parler de toute autre chose, mais rassurez-vous, cela reste parmi les valeurs républicaines, puisque c'est également dans votre livre, et là, nous parlerons de devises républicaines. Oui, il me semble. Sauf si, dans sa sagacité, la nation française aurait décidé d'ajouter à liberté, égalité, fraternité, qui est notre trésor commun, civilité, sécurité, propreté, laïcité, hospitalité. Comme on disait chez les gaullistes, vaste programme. À bientôt, Charles. Merci, au revoir.